Comme plusieurs d'entre vous le savent, les efforts de plaidoyer de la Coalition pour l'accès linguistique du Canada ont commencé en Ontario. Mais au cours de la dernière année, les défenseurs de partout au pays se sont joints à nous. Notre premier groupe de discussion de cet après-midi présentera les histoires des provinces de l'Atlantique sur le thème de l'établissement de la langue et de la défense des droits. Veuillez m'aider à accueillir la Dr Anne Blanchet de l'Université de Moncton et ses panélistes Michel Arsenault, Merrick Jagielski et Erika Cantu. Vous pouvez en apprendre davantage sur les panélistes dans les détails de la session. Bonjour tout le monde et bienvenue à notre séance. Je m'appelle Anne Blanchet et j'anime la table ronde. Alors avant de commencer, je vais reconnaître que je vous rejoins le territoire ancestral non cédé de Wolastoqey et des Mi'kmaq. Ce territoire est en vertu du traité de paix et d'amitié qui a été signé par ces peuples-là avec la couronne britannique en 1725. Les traités n'ont pas abordé la cession des territoires et des ressources, mais ont offert établi les titres Mi'kmaq et Wolastoqey, établi les règlements qui avaient une relation en cours de ces relations-là. C'est une belle occasion pour faire un plaidoyer pour les langues autochtones et je vous remercie pour la belle table ronde avec les défenseurs des langues autochtones. Et c'était tous des fortes présentations. Et c'était vraiment, ça faisait chaud au cœur. Merci de l'excellent soutien de la coalition. Un grand merci. Alors, maintenant, le panel s'intitule Les histoires d'établissement et défense des langues au Canada Atlantique. Nos trois présentateurs sont basés à l'est du Canada, deux au Nouveau-Brunswick, l'un en Nouvelle-Écosse et moi-même à Moncton. Nous sommes heureux de voir que cette conférence implique des provinces à travers le Canada. Alors, aujourd'hui, ce sera Nouveau-Brunswick et la Nouvelle-Écosse. Les trois présentateurs de ce panel et moi-même sont impliqués dans l'établissement de nouveaux arrivants de différentes façons. Erika travaille avec un partenariat en immigration locale dans le Grand Moncton. Michel pour le Conseil multiculturel de Nouveau-Brunswick. Et l'autre travaille avec le service des immigrants pour la Nouvelle-Écosse. Et moi-même, c'est auprès de l'Université de Moncton. Nous cherchons des façons de mieux soutenir des nouveaux arrivants dans nos régions. Aujourd'hui, on va partager des récits d'établissement dans notre région. Bien qu'on aborde la question de différentes façons, on pense que l'accès à la langue pour les nouveaux arrivants est essentiel. Alors, commençons par Erika. Erika se considère une citoyenne du monde. Elle est originaire du Brésil. Elle a vécu en Belgique avant de s'établir au Nouveau-Brunswick, au Canada, dans le Grand Moncton. Elle est une des fondatrices de Viva Moncton et Brésil NB, des associations culturelles dans le Grand Moncton. Elle est également impliquée dans plusieurs organisations de nouveaux arrivants. Vice-président du conseil sur l'établissement, également partie prenante en 2018, a mené le champion de en diversité à Moncton. Était une des top 25 immigrantes dans les maritimes. En 2020, elle était nommée parmi les personnes de moins de 40 ans, les meilleures personnes de moins de 40 ans dans le Grand Moncton. Elle va partager des récits au sujet de Nouveau-Brunswick avec nous. Bonjour, Erika. Merci. Est-ce que vous m'entendez bien? Merci bien de la présentation. Est-ce que je peux partager mes diapos ou je pense que oui. Oui, d'accord. Donnez-moi un instant. Je veux, dans le milieu, il y a un bouton qui indique avec une flèche pour partager l'écran. Est-ce que vous pouvez voir mes diapos? Là, c'est à l'écran. Vous devez activer le mode présentation. Merci bien de la présentation. Ce fut un plaisir d'être là. Je suis très vraiment passionné en ce qui a trait aux langues. Je voudrais vous parler un peu du partenariat local d'immigration dans le Grand Moncton et les services que nous offrons.
Mais avant cela, je voudrais me présenter. Je m'appelle Erika, je viens du Brésil. Et les langues me passionnent. Je parle 5 langues. Et la raison pour laquelle les langues éliminent les obstacles en matière de communication et créent des liens avec les autres. J'étais né au Brésil, j'étais élevé au Brésil, j'ai vécu aux États-Unis, en Belgique et je suis là au Nouveau-Brunswick depuis 2012. Le Nouveau-Brunswick, c'est la seule province bilingue. Il y a davantage de locuteurs anglophones que francophones. Je vois des défis. Euh, 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 le français est près du portugais. Alors, je me sens bien à l'aise en français aussi. Voilà des choses que je vais partager avec vous. Encore une fois, plus que l'avantage, plus que l'emploi que j'ai actuellement, c'est une passion. Une langue, c'est une façon de connecter avec les autres. Alors, en parlant du partenariat local en matière d'immigration, pour ceux et celles qui ne la connaissent pas, c'est au niveau fédéral. Alors, ce que le gouvernement fédéral avait compris, c'est qu'à travers le Canada, c'est important d'avoir des champions au niveau communautaire pour pouvoir rassembler la collectivité afin de comprendre quels sont les défis des nouveaux arrivants et quels sont les services qu'on peut leur offrir ici. Alors, le partenariat local en matière d'immigration a été créé. Et la notion qui soutient tout cela, il y a 3 grands points. Nous ne préconisons pas pour tout le Nouveau-Brunswick, uniquement le Grand Moncton. Il y en a un autre à Fredericton, il y en a un autre à Saint-Jean. Alors, la notion, encore une fois, on rassemble les parties prenantes. Les services que nous avons qui sont disponibles peuvent également pour soutenir les nouveaux arrivants. Il s'agit ici de vraiment promouvoir les efforts des comités d'accueil. Alors, les immigrants auront tous les services dont ils ont besoin et tout en se sentant accueillis. Alors, en ce moment, comme je l'ai mentionné, nous sommes à travers le Canada. Je n'ai pas les chiffres à portée de main, mais nous sommes 100 groupes à travers le Canada. Toutes les provinces ont des partenariats en matière d'immigration locale. Ça grandit et chaque province aura 1, 2 ou 3, même plus, champions. J'aime bien les appeler des champions. Je ne me vois pas comme un gestionnaire de projet, mais davantage comme un champion pour rassembler les nouveaux arrivants et la collectivité. En ce moment, il y en a 88. Mais en fait, non, c'est plutôt environ 100. Pour ceux qui ne connaissent pas la province de Nouveau-Brunswick, il y a certains éléments que je voudrais partager afin que vous arriviez à bien comprendre le Nouveau-Brunswick. La province de Nouveau-Brunswick, il y a 4 partenariats locaux en matière d'immigration. La notion ici est d'améliorer les services qui sont disponibles aux nouveaux arrivants et voir quels services fonctionnent ou pas. Il y en a un au Grand Moncton pour lequel on est responsable. Il y en a un à Saint John, un autre à Fredericton et un autre à Edmundston dans le nord de la province. Pour les gens qui ne connaissent pas le Nouveau-Brunswick, nous sommes la seule province bilingue anglais et français. Pour arriver à comprendre le nord du Nouveau-Brunswick est francophone et le sud-est, c'est un mélange. Et le Grand Moncton, c'est un mélange entre le français et l'anglais, mais c'est surtout anglais. La province de Nouveau-Brunswick œuvre à cet égard. Je suis là depuis 11 ans, plus de 10 ans. Inaudible.
et nous n'avons pas suffisamment de gens qui veulent travailler ici dans la province. Alors, il y a un déclin technique. On a appris que l'un des objectifs de la province, c'est pour retrouver des immigrants pour combler les pénuries en matière de main-d'œuvre. L'immigration, c'est une solution pour aider avec l'économie de Nouveau-Brunswick. En ce moment, il y a plus d'aînés que de jeunes en ce moment en âge de travailler pour faire que l'économie fonctionne convenablement. Encore une fois, je vous parle du rôle de Grand Moncton en matière d'immigration. Une des choses que je vais mentionner, on a des accès sur toute la province. Les partenariats d'immigration locale, on ne travaille qu'avec la collectivité. Mon rôle ici, comme gestionnaire, c'est avec 3 villes, Dieppe, Moncton et Riverview. Tout ce qu'on fait qui est lié au plan d'action et la défense des droits est lié à la stratégie d'immigration. Alors, je vais vous donner un grand survol. On va parler de la province, on va parler de pourquoi la langue est tellement importante pour nous et comment cela peut être, comment dire, pour nous assurer que c'est stratégique, que nous collaborons avec la province elle-même pour être, en tout cas, maintenant, il est question de parler de l'accès aux langues. C'est quoi leur impact sur l'économie? Même si je vous ai donné un aperçu sur la province de Nouveau-Brunswick, nous parlons de l'immigration. Nous avons découvert que il est question de combler les lacunes entre les aînés et la nouvelle génération. Et lorsqu'on parle de la langue, qui est très importante pour nous, la raison pour ça, c'est que d'un point de vue économique, en fait, l'économie, l'une des stratégies à laquelle est arrivé le gouvernement, il est question de cela au Nouveau-Brunswick. Désolé, le inaudible à l'interprète. Si ce qu'on a découvert, ce sont les exigences des langues. Lorsqu'on parle anglais, on peut facilement trouver un travail, mais lorsqu'on parle que le français, ça devient très difficile et plus compliqué encore. Ce qui nous mène vers le point de dire que les immigrants sont prêts à travailler, mais ils ne répondent pas à l'exigence de la langue anglaise, ce qui va rendre la chose plus difficile et compliquée pour eux. D'où l'utilisation de faire appel à certains services pour leur permettre de faire un retour au travail et au marché du travail. Donc, on s'est retrouvé dans une espèce de cycle qui fait que et s'il n'y a pas cette réponse ou cette satisfaction de l'exigence des langues, et donc il y a une baisse des services sociaux au lieu qu'ils augmentent. I forgot the word in English. Inaudible à l'interprète. Je voudrais parler de 2 choses ici pour expliquer pourquoi, lorsqu'on ne parle pas une langue, a ses impacts ou a des impacts, des répercussions sur l'économie. Donc, comme je l'ai mentionné un peu plus tôt, je pense que les plus importants sont les répercussions sociales. Il y a plusieurs autres catégories d'immigrants. Il y a des réfugiés aussi.
Donc, lorsqu'ils ne sont pas en mesure de parler une langue, il est très difficile pour eux, justement, de s'intégrer à la société. Ils n'ont aucun sentiment d'appartenance à la société, en fait, et parfois, ça leur complique l'accès à certains services sociaux. À titre d'exemple, des nouveaux arrivants au Nouveau-Brunswick qui sont allophones, qui ne parlent ni anglais ni français et qui voudraient chercher ou trouver un emploi, c'est clair qu'ils ne pourront pas avoir accès aux services pour justement trouver le travail qu'ils recherchent. Et donc, non seulement il y a des aspects sociaux, mais aussi il y a plusieurs autres aspects aussi qui ont besoin d'être mis à jour. Et je vais en parler de deux, justement. Il nous dit à l'interprète, désolé, le son est pas terrible pour l'interprète. Et donc, ces immigrants vont se retrouver isolés, justement, parce il y a personne d'autre avec qui ils peuvent communiquer. Et ce qui complique la chose davantage, parce que nous, on voudrait que les réfugiés viennent ici pour, euh, pour apporter un plus à la communauté. On voudrait qu'ils fassent partie de la communauté, de faire partie de la grande famille du Canada. Mais s'ils ont de la difficulté à maîtriser une langue, et donc, comment ils vont être en mesure de travailler s'ils ne parlent pas l'une des langues? Lorsqu'ils arrivent au Canada, ils ne peuvent pas parler l'anglais, ils n'ont pas le sentiment d'appartenance. Donc, la plupart du temps, ils vont se retrouver comme dans une grande ville, dans une grande ville comme celle de Toronto, Montréal ou Vancouver, et qu'ils auront besoin de communiquer. Et ce n'est pas le cas pour eux. C'est pour ça qu'il est question de leur fournir des services, pas pour la langue elle-même, mais aussi de leur donner l'opportunité d'avoir ce sentiment d'appartenance pour qu'ils soient en mesure de communiquer. Et donc, ils vont se dire, OK, on est nouveau dans cette communauté et voilà comment, quelle est voilà les répercussions des aptitudes linguistiques. Donc, encore une fois, ce que l'on fait, chaque année, et c'est le processus en cours. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On fait une espèce de sondage pour en savoir plus sur les besoins et les attentes des nouveaux arrivants et des immigrants. Donc, on commence avec, bien sûr, des plans d'action. Et donc, on va se dire, d'accord, la langue, qui est responsable de la langue? Puisqu'elle représente la difficulté. OK, c'est le gouvernement qui est responsable. Donc, il est question d'éducation. Et donc, il est question d'impliquer tout le monde, que ce soit tout le monde qui soit autour d'une même table pour justement réfléchir aux solutions adéquates pour se faire, justement, pour faire face à ce problème de langue. Et je voulais aussi vous donner une idée sur les deux plans d'action que nous avons ici. Donc, nous avons 56 plans d'action pour le moment et on est en train de réévaluer justement ces plans d'action pour voir comment ils peuvent être utiles dans des situations où on est en train d'appuyer ou de soutenir ces nouveaux arrivants. En particulier pour les étudiants francophones, parce que ce que nous avons réalisé au sein de la communauté, que même s'ils parlent, comme je l'ai dit, il est question de souligner que l'Université de Moncton est la seule qui existe dans la province, et donc pour eux, s'ils ne parlent que le français, et même s'ils parlent facilement anglais, ils auront du mal à trouver un emploi. Donc, étant bilingue, inaudible interprète, désolé. L'un des problèmes que nous avons présentement avec les provinces,
Il est question de formation sur les langues, mais n'avons toujours pas les capacités pour être au service des nouveaux arrivants, pour justement être au service des immigrants, entre autres pour les cours d'anglais, pour être en mesure de leur donner, pour leur donner l'occasion d'embarquer dans le marché du travail. Il est question aussi, pas seulement du marché du travail, mais aussi de l'intégration qui a toute son importance. En particulier que, vous savez, lorsqu'on se déplace au Canada, on a besoin d'avoir ce sentiment d'appartenir à un certain lieu, à un certain endroit. Je voudrais dire aussi qu'il y a une idée qui me vient à l'esprit lorsque les francophones viennent ici et lorsqu'il y a des communautés francophones, ce n'est pas la même chose. La langue a rapport avec la culture. C'est pour ça qu'il est important non seulement d'apprendre la langue, mais aussi la culture qui vient avec la langue elle-même. Donc nous, en tant que, ce que j'aime dire, qui apportons le changement, on voudrait dire, OK, c'est quoi le point? C'est quoi les outils? Quels sont les outils? Qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour justement assurer le lien entre la communauté et l'immigration ou les immigrants? On doit s'assurer que les plans d'action sur lesquels nous avons travaillé, qu'on a élaborés, récemment, pourraient justement nous être utiles et nous permettre aussi de nous développer. Et donc, des 56 plans d'action, nous avons deux actions qui ont rapport avec la langue. Et c'est clair que il y a beaucoup à faire pour notre croissance. Et maintenant, nous sommes dans le processus de voir, justement, de penser aux outils que l'on devrait offrir aux immigrants. Pas seulement pour justement les aider à embarquer dans le marché du travail, mais aussi à les aider à avoir ce sentiment d'appartenance en termes par le biais de la langue. Et donc voilà où on en est présentement. Donc voilà, en général, l'idée. Et s'il y a des questions, n'hésitez pas. OK, je vais. Merci Erika, merci pour vos riches commentaires et pour tout ce que vous s'y se passe dans le cadre du partenariat avec pour l'immigration à Moncton. On va laisser les questions en dernier. Maintenant, nous allons inviter Michelle, qui est la coordonnatrice provinciale du Rural Settlement Network, RSN, du Conseil multiculturel du Nouveau-Brunswick. Ce programme est conçu pour assurer la prestation de services d'établissement dans les petites communautés rurales. Donc, le RSN offre actuellement des services dans 7 régions de la province. Michelle vit dans une région rurale du Nouveau-Brunswick et elle travaille dans le secteur de l'établissement, justement. Elle travaille avec les organismes en charge des installations locales pour élaborer des programmes et des services qui visent à favoriser l'intégration des nouveaux arrivants. Merci tout le monde. Comme je l'ai dit, je siège dans le Conseil consultatif culturel et je voudrais vous parler des réalités dans le Nouveau-Brunswick, dans les communautés rurales, en fait, du Nouveau-Brunswick. Nous sommes la seule province officiellement bilingue au Canada. Donc, les deux langues, français et anglais, sont officielles. Donc, ça fait partie des valeurs de la région du Nouveau-Brunswick, mais pas mal ne savent pas comment fonctionne le bilinguisme, justement, dans notre province. Donc, pas mal de nouveaux arrivants qui arrivent, qui soient internationaux ou qui viennent d'ailleurs du Canada, aspirent ou peuvent ou ont cette capacité, cette possibilité de travailler et de parler dans l'une des deux langues. Donc, il y a, par exemple, des services sociaux qui doivent être fournis, qui doivent être offerts dans les deux langues. Lorsqu'il est question de services municipaux, ils sont disponibles dans les deux langues, si requis. Et donc, ça représente 20% de la population. Donc, présentement, il y a
euh, 8 organismes qui fournissent des services qui ont rapport avec les services sociaux et linguistiques. Et les autres régions, ça ne voudrait pas dire qu'il n'y ait pas question de fournir les services dans la langue du choix, mais selon la structure de la ville, son budget et le temps ou la fréquence des services fournis, il se peut qu'il n'y ait pas capacité de fournir des services dans la langue des minorités. À titre d'exemple, je viens d'une ville, très petite ville francophone, où peu de familles y ont grandi, mais je peux dire que à ce moment-là, la population francophone représentait 95%, quand bien même il y avait la communication, la population qui était bilingue. Par exemple, à l'école, où les étudiants devaient voyager pendant 30 minutes pour se rendre à l'école. Les activités des communautés, les bulletins météo, tous les services offerts à la population étaient en français. Donc, ce qui explique le manque de fonds pour justement être en mesure de fournir les services dans les 2 langues officielles. Et je pense que c'est-à-dire la population du Nouveau-Brunswick sont au courant de cela. Mais avec le temps, on voit beaucoup de personnes qui sont en train de repartir dans d'autres régions au Canada. Donc, il y a des personnes qui ont tiré profit de la période de la pandémie pour justement se déplacer ailleurs. Donc, il y a beaucoup plus de talents qui s'ajoutent à la communauté ici. Et donc, les nouveaux arrivants de pays francophones viennent au Nouveau-Brunswick parce que il est bilingue, la province est bilingue. Et donc, ils sont en mesure d'apprendre aussi l'anglais. Ils voudraient aussi offrir le choix et la possibilité à leurs enfants pour vivre dans un environnement purement bilingue. Cependant, on réalise que parfois c'est difficile d'embarquer dans le marché du travail avec un certain niveau d'anglais. Donc, même si on provient d'un environnement purement francophone, il est question, cependant, on peut trouver des organismes à travers la province qui fournissent des services en français. Et nous avons vu pas mal de nouveaux arrivants francophones qui ont affaire à ces organismes. Aussi, les régions où le français prédomine sont petites. Donc, si on, on essaie de trouver des services en dehors de sa région, c'est clair que on est ouvert à toutes et tous, mais il est question, par exemple, pour ceux qui se sont ou qui cherchent à relocaliser ou à déménager pour venir s'installer, autant les informer de cela pour pas qu'ils ne soient trop surpris ou étonnés à leur arrivée ici. Ce qu'on voit aussi, c'est que de plus en plus d'employeurs qui cherchent à recruter à l'international. Il y a pas mal, ce qui explique l'augmentation du nombre de travailleurs pour ceux dont la langue, la deuxième ou la troisième langue est l'anglais. Le Nouveau-Brunswick est chanceux d'être en mesure de fournir certains services, quand bien même ils ne le sont pas à travers toute la province, et ils sont un peu basiques sur certaines régions. Mais parfois, il y a des services qui sont fournis dans pas mal de régions rurales lorsqu'il est question de services de traduction, d'interprétation, mais ça n'a pas les mêmes répercussions on demande du service en langue anglaise. Les employeurs travaillent souvent dans le regroupement familial dans la même région, ce qui nous fait réaliser que les nouveaux arrivants qui viennent dans la région viennent dans le cadre du parrainage ou du regroupement familial. Maintenant, pour ce qui est de notre équipe qui est en charge de l'installation des nouveaux arrivants qui vont parler les 2 langues, et donc les régions rurales font de leur mieux justement pour faire face aux réalités. À titre d'exemple, Chipman est une région où la population n'existait presque pas il y a 5 ans. Et là, on est en train d'accueillir pas mal de familles, un certain nombre de familles. Pas mal de familles viennent du Brésil, de la Tavie, de l'Ukraine. Et donc, il y a beaucoup de travail de supplémentaire qui est en train d'être fait, dont la plupart par des bénévoles. Donc, il est question de jeunes familles
et qui s'établissent, qui s'installent, et donc ça s'est avéré être une activité très réussie qui permet la croissance non seulement dans cette région, mais aussi dans d'autres régions aussi. Et donc c'est ce qu'on voit, ce qui se passe dans d'autres régions aussi. Il y a aussi de plus en plus d'organismes multiculturels qui se développent, qui voient le jour dans la province, qui sont au service des nouveaux arrivants. Donc, il y a certains services, d'entre autres l'apprentissage de langue. Et il y a aussi une large gamme de services qui est fournie. Euh, et bien sûr, ils vont varier d'un organisme à un autre. Certains se concentrent plus sur l'aspect de sensibilisation sociale et ils vont justement offrir l'occasion à entrer en contact pour des gens, pour d'autres cultures et d'autres qui vont se concentrer sur des besoins plus spécifiques, plus particuliers. Donc, c'est clair qu'il est question de justement soutenir ces communautés. On voit de plus en plus de marchés culturels qui émergent dans la région pour justement répondre aux attentes des nouveaux immigrants. On parle par exemple des magasins d'alimentation, justement pour offrir, qui vont justement offrir cela dans la langue des nouveaux arrivants aussi pour assurer une certaine communication à certains ce qui s'avère être une nécessité au début avant qu'ils ne soient en mesure d'assister ou de suivre des cours de langue. Au moins, ça va les aider justement à pouvoir communiquer. Donc, ils peuvent quand même communiquer de façon, c'est-à-dire être à l'aise pour justement assurer leur communication. De l'équipe du Conseil multiculturel de Haut-Brunswick, nous parlons au moins 15 langues, alors que nous travaillons sur plusieurs différents projets. Nous ne travaillons pas tous dans l'établissement. Nous sommes toujours prêts à se soutenir avec lorsqu'il y a besoin. On a besoin de soutenir les besoins langagiers des nouveaux arrivants. Nous sommes toujours prêts à intervenir pour aider aux autres avec le projet. Si ça signifie aider avec notre famille qui fait partie de notre clientèle. Bien que nous n'ayons pas toutes les solutions et encore beaucoup de chemin à faire dans le Nouveau-Brunswick rural, nous cherchons toujours à identifier des façons de s'assurer que les gens reçoivent des services d'établissement. On veut que tout le monde se sente chez eux, qu'ils retrouvent leur place dans la collectivité. Et je suis heureuse d'être parmi vous aujourd'hui afin que je puisse apprendre des autres et ramener des pratiques utiles afin de servir nos clients nouveaux arrivants. Merci bien. Merci Michel. Je pense que c'est vraiment très intéressant. Nous sommes une toute petite province au Nouveau-Brunswick. Grâce au bilinguisme officiel, nous avons tellement de défis à surmonter. Et c'est toujours une question de langue. La langue est toujours un enjeu au Nouveau-Brunswick. Alors ensuite, ce sera Mirek. Mirek de Jelsi est un commerçant, est un consultant et il est associé avec l'université en Pologne. Il a poursuivi ses études au Canada en éducation des adultes et en le counseling pour les adultes. Il a élaboré un manuel de formation pour les interprètes communautaires au Nouvelle-Écosse. Il est membre fondateur de l'Association des interprètes communautaires de Nouvelle-Écosse et est membre également de l'Association des traducteurs et interprètes de Nouvelle-Écosse. Il fait partie de la coalition communautaire des interprètes communautaires en Nouvelle-Écosse. Il travaille l'Immigrant Services Association de Nouvelle-Écosse, où il coordonne les services de traduction et d'interprétation. Et c'est ce sur quoi vous allez discuter, Mirek? Pouvez-vous m'entendre, Mirek? Est-ce que vous arrivez à m'entendre, Mirek? Nous ne vous entendons pas. Êtes-vous en sourdine?
Pouvez-vous m'entendre? Oui, je vous entends. D'accord. Non, non, ça va. On vous entend. Des soucis techniques. Merci. Encore une fois. On ne vous entend pas très bien, mes collègues, depuis quelques années. Je travaille. Le signal est inaudible. Le signal rentre et le signal sort. Le signal se coupe. Le contenu est inaudible. Merrick, je vais vous interrompre. On ne vous entend pas. Merrick, est-ce que vous m'entendez? Merrick, si vous m'entendez, pouvez-vous éteindre votre vidéo, s'il vous plaît? Est-ce qu'il y a quelqu'un de l'équipe informatique qui peut m'aider à lui envoyer un message afin qu'il... Pouvez-vous m'entendre, Merrick? Peut-être que la connexion est très mauvaise. Pourriez-vous, s'il vous plaît, éteindre votre vidéo? Je ne vous entends pas, mais peut-être si vous pouviez éteindre votre vidéo, cela pourrait aider avec la qualité sonore. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a un conseil sur qu'est-ce qu'on doit faire? Je me sens un peu seul en ce moment. Alors, nous avons des questions, on me dit, et je peux également parler de mes recherches. Nous avons un peu de temps supplémentaire. Je peux vous en parler brièvement. Ça pourrait peut-être offrir un peu de temps pour les questions. Si quelqu'un pourrait dire à Merrick d'éteindre sa vidéo, peut-être qu'il pourrait revenir plus tard. Alors, lié à ce que Erica et Michel viennent de mentionner, j'ai fait de la recherche en ce moment avec le Conseil multiculturel de Nouveau-Brunswick, dont on faisait mention, pour collectionner des données sur les interprètes et la traduction communautaire. Au Canada, il n'y a pas beaucoup de données en ce qui a trait à cette pratique. Alors, l'objectif est de faire la collecte. Alors, ici au Nouveau-Brunswick et plus tard au Canada Atlantique, on va bien voir qu'est-ce que ça va donner. Et l'objectif est de voir si les nouveaux arrivés ont l'impression qu'ils ont reçu suffisamment de services de traduction et d'interprétation. Si la langue est un obstacle, étant donné un manque de traduction et d'interprétation, nous faisons également des entretiens avec des traducteurs et des interprètes pour déterminer s'ils sont formés. Quel est le profil des interprètes communautaires, des traducteurs communautaires? Sont-ils formés ou non? Veulent-ils de la formation? Également, nous faisons également des entretiens. Je vais terminer ma phrase et Merrick va revenir sans la caméra. En fait, ce sont des agents d'établissement pour établir s'ils ont besoin de services pour gérer, faire fonctionner, pour être en conformité avec la tâche. Merrick, vous êtes là? Je suis là de nouveau sans caméra et on vous entend parfaitement. Alors, je vous cède la parole. Merci. Alors, tout commence avec l'établissement. Il y a des agences qui sont des chefs de file qui font la promotion de l'accès aux langues, l'élaboration de politiques axées sur la sensibilisation. Nous ne sommes pas seulement axés sur le côté local pour fournir des services aux clients, mais par défaut, dans les provinces atlantiques, nous devons
prendre davantage de mesures et agir pour défendre les droits à l'accès aux langues et à l'interprétation. iSense fait ceci depuis plusieurs années. Je pense que inaudible. J'ai fait de l'interprétation depuis 30 ans. On en a commencé avec zéro aux années 90 en Nouvelle-Écosse. Notre démarche en Nouvelle-Écosse représente plusieurs facettes. Tout d'abord, c'est une agence d'établissement qui élabora des programmes pour les clients, les essentiels finalement. Et on s'est rendu compte qu'il y a des éléments qui vont au-delà de l'établissement. Ce n'est pas juste l'établissement. Ce sont des emplois, autres enjeux aussi. Alors, on a cherché à élaborer un niveau de capacité pour l'accès aux langues et à l'interprétation en Nouvelle-Écosse. Et Latine en Nouvelle-Écosse est axé sur la capacité linguistique avec les groupes ethnoculturels. Nous savons que la capacité n'est parfois pas comparable aux grands centres d'immigration. Inaudible. Il y a des groupes qui sont nouveaux, qui ont une capacité de fournir de la traduction vers la langue exigée. Alors, il faut commencer avec ces collectivités, ces communautés-là, travailler avec des individus, avec des associations ethnoculturelles afin de recruter des personnes qui ont le potentiel de devenir interprètes. Nous les appelons des interprètes d'établissement parce qu'ils ont été beaucoup associés au milieu de l'établissement afin qu'ils deviennent interprètes communautaires. Il y a un parcours afin qu'ils puissent devenir impliqués avec les agences pour fournir surtout des ressources en interprétation médicale. Nous voulons que la Nouvelle-Écosse, nous voulons que les agences d'établissement ne veulent pas, notre spécialité, notre niche, mais je sais que dans d'autres agences d'établissement offrent les services d'interprétation. C'est un remplacement pour les services d'interprétation publique dans tous les domaines, de la santé, dans le juridique. Peu importe l'interprétation juridique, c'est différent. Ce ne sont pas des généralistes. Alors, il faut de la formation, davantage d'expertise et davantage d'expérience. Et parfois, les interprètes communautaires avec un niveau de formation de base ou des séances de renseignement peinent, notamment dans le tribunal, pour faire avancer dans le médical. Mais voilà, c'est ce que nous avons. Nous avons œuvré avec la communauté pour la capacité pour former des interprètes. Ensuite, il fallait faire affaire avec le gouvernement, surtout avec le gouvernement, les ministères du gouvernement provincial. L'interprétation est dans l'établissement est financée par IRCC. C'est un bailleur de fonds contractuel et c'est surtout axé pour aider aux clients avec des soutiens linguistiques pour l'établissement. Nous nous rendons compte que les agences d'établissement ne sont pas un remplacement pour tous les besoins d'interprétation linguistique, notamment pour les ministères provinciaux. Au Nouveau-Brunswick, c'est une situation semblable. On a cherché à recruter un groupe de gens au gouvernement pour établir le collège des interprètes communautaires de Nouvelle-Écosse. Il y avait un projet semblable au niveau national il y a quelques années. On a décidé de travailler avec ce groupe-là grâce à la volonté de certains ministères clés au gouvernement provincial.
notamment le bureau d'immigration, la santé, les services communautaires. Nous avons réussi à rassembler quelques bonnes personnes en matière de politique. Et là, on a eu une idée. Si on a des gens qui sont experts en politique, alors essayons en Nouvelle-Écosse d'élaborer un document de politique sur les interprètes linguistiques. Bien sûr, il y a eu des difficultés. Ils n'ont peut-être pas l'habitude au niveau du gouvernement, mais nous avons eu la bonne chance. Nous avons eu le soutien du Bureau de l'immigration de Nouvelle-Écosse et tout le soutien qui nous a offert pour élaborer les lignes directrices de la Nouvelle-Écosse sur l'interprétation communautaire. C'est une politique officielle, un document sur l'interprétation en Nouvelle-Écosse, notamment en ce qui a trait au travail pour les services financés par le gouvernement provincial. Nous avons les lignes directrices. Nous faisons la promotion de ces lignes directrices. Ça a été vraiment une belle percée. On n'a pas à raconter l'histoire ou les mauvaises histoires. Veuillez bien consulter ce document-là. Si on travaille avec les immigrants et on doit fournir des soutiens supplémentaires, notamment en matière d'interprétation linguistique, regardez les lignes directrices. Tout se retrouve là-dedans. Tout ce qu'on doit avoir, le budget. On travaille avec les interprètes. Et par l'entremise de ces lignes directrices, on peut élaborer quelque chose de précis qui s'applique à votre service. Ce n'est pas le paradis, mais c'est toujours difficile. Mais grâce au travail de la coalition en Nouvelle-Écosse, en matière d'interprétation communautaire, nous avons réussi à l'accomplir. Comment fournir des soutiens? Parfois, on travaille, c'est du travail cloisonné. Ce n'est pas le genre de choses qui nous réjouit, parce qu'il y a un tas d'enjeux dans le milieu d'interprétation. Ça va au-delà de cela. Alors, l'attrition notamment, c'est immense. Les gens parfois disent, Merrick, je renonce, je ne peux plus. Et ce n'est pas l'interprétation. Et on me demande de se porter bénévole en cas d'urgence, un contact d'urgence. C'est un peu de tout. J'ai ma propre vie. Alors, nous avons cherché à avoir une base de soutien pour les interprètes. Ils ont réussi à établir une association des interprètes communautaires de la Nouvelle-Écosse. C'est un organisme à base d'adhésion. Ils sont certifiés pour faire l'interprétation. C'est un groupe pour des interprètes communautaires en fonction pour donner un sentiment d'appartenance, un site web, un directoire et des renseignements pour le grand public pour les faire savoir que les interprètes communautaires ne sont pas juste ad hoc. C'est pas juste au cas où. Ce n'est pas des gens qui traitent des tâches ponctuelles. Ils cherchent à fournir des services de façon professionnelle. Ils doivent être soutenus et bien rémunérés de façon équitable. Plutôt que... on devait également passer à une autre composante. Il faut apprendre l'interprétation. Ce n'est pas donné. Les gens pensent souvent, présument, je parle la langue, je peux interpréter la langue. C'est faux. L'interprétation est une compétence. C'est une forme de connaissance, c'est un art pour apprendre toutes ces choses-là. Parfois, dans ma pratique, en abordant les interprètes, je dois prendre des arguments, parler la langue, en fait. Ça ne vous porte pas forcément être interprète. C'est un don, un talent, des compétences. Et ça ne va pas pour tout le monde. Ça ne convient pas à tout le monde. Parfois, il y a des gens qui parlent très bien la langue, mais ce sont des piètres interprètes. Alors, voilà. On doit apprendre l'art de l'interprétation.
C'est essentiel. Ce n'est pas donné de travailler pour l'agence. Il fallait élaborer une bonne base afin de former les interprètes. Et grâce au soutien de l'IRCC et des ressources locales, nous avons pu élaborer c'est un document de 90 pages. C'est une sorte de référence, un manuel de référence pour les interprètes et les fournisseurs qui peut être utilisé afin de les former. En fonction de ce livre, ce manuel de formation, nous avons offert de la formation sur place. Bien sûr, la COVID-19, afin que les interprètes, la formation pour les interprètes, nous avons accès sur élaborer les connaissances théoriques et pratiques en matière d'interprétation. Cela soutient les interprètes et ils doivent comprendre c'est quoi le rôle. Il y a de la théorie de l'interprétation, la théorie des aspects culturels. Et il s'agit d'interpréter des compétences précises, la déontologie, travailler avec les gens dans des milieux précis. Alors, il y a près de 100 individus, mais comme vous savez, l'attrition, c'est un grand facteur. L'interprétation n'est pas un emploi en Nouvelle-Écosse. C'est à base de contrats. On les appelle au fur et à besoin. Et parfois, les gens passent. Ah, c'est pas un emploi à temps plein. C'est pas un emploi à temps partiel. La rémunération, ben, ça dépend. Et ça dépend si c'est au tarif gouvernemental. Parfois, c'est même pas rémunéré. Mais nous avons quand même des gens qui sont engagés, qui travaillent avec nous, qui ont suivi la formation, parce que nous sommes passés en présentiel comparé à être à distance. C'est une occasion de livrer la formation sur une base continue avec des individus. Et donc, c'est un aspect qui ne finit jamais, qui ne s'arrête jamais. Pour tous et toutes d'entre nous, il est question de promouvoir, bien sûr, on a besoin de développer, de mettre en place des relations, de les éduquer. Euh, on a besoin de les convaincre parfois. Et je vois ici en Nouvelle-Écosse, et j'ai fait allusion d'ailleurs, il est question de partenariat aussi, qui font partie justement de ces outils. Et je pense que c'est le cas un peu partout. Donc, il est question de mettre l'accent sur le rôle, le soutien de l'interprétation, justement, au Nouveau-Brunswick, à Halifax. Donc, nous luttons toujours à Halifax. Et bien sûr que le travail avec l'immigration, le partenariat au sujet de l'immigration prend le relais là. Le bon, la bonne nouvelle en Nouvelle-Écosse, c'est qu'il existe des agences qui fournissent des services d'interprétation. Euh, Ils ont des contrats avec le ministère de la Santé, le ministère de la Justice, de sorte à ce que des services d'interprétation soient fournis en dehors de, de ces organismes-là. Inaudible interprète. Et donc, c'est un travail qui nécessite quand même un budget pour la rémunération des interprètes. Et donc, on fait avec ce qu'on a. C'est comme ça ce qui se passe. Et maintenant, c'est l'agence qui est en train de gérer cela pour ce qui est des services d'interprétation. La Nouvelle-Écosse a l'autorité de la langue pour ce qui est de la protection, pour la coordination, pour le suivi, pour tout ce qui concerne les services d'interprétation. Et donc, la Nouvelle-Écosse fournit les services. Elle a l'autorité sur ces services qui sont fournis. Donc, notre travail ne finit jamais. Il est question d'apprendre l'interprétation. Il est question de continuer justement dans ce sens, de sorte à ce que ça soit fait. Donc, c'était un plaisir de voir tous mes collègues du Nouveau-Brunswick. Euh,
À tout moment, vous pouvez le faire. Oui, il y a des gens de Fredericton et je salue tout le monde. Merci, merci de m'avoir invité. Merci beaucoup, Merrick. Merci beaucoup à, aux trois. Nous sommes un petit peu en retard. Il y a une question pour ce qui est des partenaires d'immigration. Si on prend en considération les ambitions du gouvernement fédéral pour les 2 années qui s'en viennent, comment les agences ou les organismes locaux agissent-elles? Est-ce qu'elles le font? Est-ce qu'elles sont proactives? Je ne sais pas si l'un de vous trois voit des défis, a des réponses à des questions, à cette question-là. Inaudible à l'interprète. Inaudible à l'interprète et donc inintelligible. Mais Eric, vous savez, dès que vous allumez votre caméra, on peut pas vous entendre. Je ne sais pas si vous m'entendez. Euh, on voit ça en Nouvelle-Écosse. Est-ce que vous parlez du soutien qui est fourni aux réfugiés? Je ne sais pas si Michel ou Erika avaient des idées pour ce qui est des changements. Nous avons 2 minutes seulement. D'accord. Je ne pense pas que l'on puisse attendre à quelque chose de la part du gouvernement fédéral, mais ce que je vois pour ce qui est il est question d'assumer le rôle de liaison entre les immigrants et les, pour ce qui est de la communication. Et je pense qu'il est difficile parfois euh, d'attendre cela parfois. Donc parfois, nous n'avons pas le choix que de faire avec ça. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Oui, c'est le cas. Michel, voulez-vous ajouter quelque chose? Oui, je pense qu'il est très difficile d'être proactif parce qu'on ne sait pas c'est quoi les objectifs, quand est-ce que les gens vont venir, quand est-ce qu'on va passer au recrutement. Euh, donc, nous avons besoin d'être prêts pour justement agir de façon très rapide lorsqu'il y a des familles qui arrivent pour faire de notre mieux et quand bien même les objectifs sont en cours, mais on a besoin d'être à la hauteur pour justement répondre à leurs attentes. Merci beaucoup. Je pense que on a bien respecté le temps. Merci tout le monde. Merci d'avoir assisté à notre panel. Et donc, je vais vérifier avec toutes les questions et essayer de répondre à toutes vos questions. Au revoir tout le monde.